Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes actuellement au pavillon de Bercy. Ce sont les anciens chais de la ville de Paris. Ils furent construits au XIXe siècle par l'architecte Lheureux, élève de Gustave Eiffel, sur les plans de Viollet-le-Duc. Ils font partie de l'inventaire des monuments historiques. Justement, je pense qu'il est temps de faire l'inventaire des spectacles du jour et croyez-moi, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Aujourd'hui, nous découvrirons une comédie de Laurie Rohan, Braquage à l'héritage, au Funambule Montmartre. À l'approche du grand événement théâtral de cet été, le journal du théâtre était à la conférence de presse du Festival d'Avignon. Mais tout de suite, nous partons au Lucernaire pour des variations sur Hiroshima, mon amour. Cette pièce, reprise du scénario de Marguerite Duras pour le film d'Alain Resnais, met en scène une histoire d'amour fulgurante et passionnelle entre deux individus qui se rencontrent à Hiroshima. À l'aide d'un document sonore de 1997, le texte est repris dans son intégralité par une seule comédienne, Dominique Journet-Ramel, qui joue à la fois la française et le japonais. J'ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d'ombre et de pierre. Tu y étais, toi, à Hiroshima? Non, bien sûr. Mon amour mort est un ennemi de la France. Ah, quelle douleur! Quelle douleur au cœur, c'est fou! Je vais rester à Hiroshima, avec lui, chaque nuit, à Hiroshima. Je vais rester là, là. Pourquoi tu es à Hiroshima? Un film. Quoi, un film? Je joue dans un film. Qu'est-ce que tu veux qu'on tourne à Hiroshima, sinon un film sur la paix? Qu'est-ce que c'était pour toi, Hiroshima, en France? La fin de la guerre? Je veux dire complètement. La stupeur, à l'idée qu'on ait osé. Ils me tondent avec soin jusqu'au bout. Ils croient de leur devoir de bien tondre les femmes. Il faut éviter de penser à ces difficultés que présente le monde quelquefois. Sans ça, il deviendrait tout à fait irrespirable. Il est regrettable que l'intelligence politique de l'homme soit 100 fois moins développée que son intelligence scientifique et nous prive à ce point d'admirer l'homme. La mort d'un homme richissime et les histoires d'héritage qui en découlent peuvent s'avérer très drôles, surtout lorsqu'elles rassemblent un groupe de personnages cupides et intéressés qui n'ont qu'une idée en tête, obtenir leur part du magot. Et c'est au Funambule Montmartre qu'il faudra vous rendre pour vous délecter de ce remue-ménage hilarant. Excusez-moi, madame! Vous êtes la veuve, je crois. J'ai cette chance, oui. Au moment de la mort du richissime Geoffroy de Bellecombe, se retrouve autour de sa concession un notaire sans scrupules. Je ne me suis pas présenté. Maître Nicolas Escrat, le notaire du village. Une ex-femme hystérique, une jeune naïve qui ne l'est pas tant que ça, et un cousin bourru, chasseur, avec cette question pour les 4 personnages, qui hérite? Ça te plairait à toi d'être riche? Pourquoi faire? Bah c'est Gilles, le cousin de Geoffroy. Donc la succession? Pense à la chose que tu souhaites le plus au monde! Chasser les lands dans les forêts du Canada! La dernière fois que j'ai vu un spécimen pareil, c'était dans un reportage animalier. C'est vrai qu'il est resté quand même, hein. Avec vous que je vois ça. Exclusivement. Il est écrit Geoffroy de Bellecombe et je suis Jessica de Bellecombe, sa femme. Son ex-femme. Le divorce n'a jamais été prononcé. Je trouve que l'auteur était en plus comédien dans la pièce et que du coup, je me suis autorisé quelques petites activités physiques sur ce pauvre jeune homme. Non mais ce qui est très drôle en fait dans cette histoire, c'est qu'il y a un autre personnage qui intervient malgré les 4 personnages principaux. C'est l'héritage en lui-même, qui est un espèce de magot qui a décidé de ne pas se faire attraper par aucun des 4. Et du coup, ça se termine dans une espèce de frénésie à courir derrière quelque chose qu'il ne peut pas se laisser attraper. Mais c'est pas la succession, ça! Pas évidemment! Il y a quelque chose derrière la tête. Oh, c'est une grosse arnaque! Imagine. Ne imagine pas trop. Vous voulez vous marier, c'est ça? Quoi? En une phrase, c'est la comédie qui aime les enterrements, L'amour. la chasse. Ouais, surtout celle au billet vert.
Pour sa 68e édition, le Festival d'Avignon s'est offert à sa tête un nouveau directeur charismatique, Olivier Py. C'est la première fois depuis Jean Vilar, son créateur, que le festival accueille à sa tête un artiste. Cet homme de théâtre engagé nous livre les grandes lignes de cette prochaine édition. Mes chers amis, vous connaissez peut-être le mot de Napoléon au général Ney, apprenez à faire court et confus. Je vous promets pas de faire court. Le festival a lieu du 4 au 27 juillet. Il est légèrement allongé. Combien le spectacle? Près de 40 si on compte les sujets à vif. Le festival d'Avignon, d'abord, c'est le public. Vilar avait l'habitude de dire que la plus grande réussite du festival, c'était le public. Moi, je souscris tout à fait à cette idée. Nous aurons une jauge qui n'est pas tout à fait close à ce jour, parce que ce n'est qu'un pré-programme et qui tourne autour des 130 000. La cour d'honneur, évidemment, c'est emblématique. On ouvre avec Giorgio Barberio Corsetti, qui monte Le Prince de Hambourg, une pièce qui appartient au répertoire vilarien, mais qui, je crois, résonne extrêmement fortement aujourd'hui. Donc, un metteur en scène italien qui monte un texte allemand avec une troupe de Français et de Belges. Ça, c'est l'ouverture de la cour. Et puis ensuite, l'Emmy Bonifacio, c'est évidemment rien à voir puisque c'est plutôt de la danse que du théâtre. Un artiste néo-zélandais qui, lui, nous parle de ce que c'est qu'être un être humain. Je fais moi-même une création, je ne fais qu'une seule création, Orlando ou l'impatience. Orlando, c'est l'histoire d'un jeune homme, qui est peut-être le jeune homme que j'ai été, qui est certainement le jeune homme que j'ai été, qui cherche son père et qui cherche son père de théâtre. À chaque acte, il rencontre un autre père, une autre forme théâtrale, il se modélise et il rêve d'un autre théâtre. Donc ça permet de traverser à la fois tous les théâtres et un petit peu mon histoire aussi. 25 artistes de la programmation ne sont jamais venus, font leur début au Festival d'Avignon et parmi eux, près de la moitié ont moins de 35 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un renouvellement esthétique au festival. Et puis par ailleurs, nous avons mis en place beaucoup de choses vis-à-vis de la jeunesse. D'abord un abonnement, c'est la première fois qu'il y a un abonnement au Festival d'Avignon, un abonnement pour les moins de 26 ans. Ça aussi c'est une nouveauté, il y a un lieu qui est dévolu aux enfants, qui est la chapelle des Pénitents Blancs. L'international, évidemment, le festival reste international, ce qui est extraordinaire parce que il faut à la fois rendre compte de la réalité de la périphérie d'Avignon, dans laquelle la Fabrica, ce très très beau théâtre, est né, dont le festival a la responsabilité, et qui est dans un quartier dit difficile, un quartier de Monclar. Beaucoup des artistes d'ailleurs ont tenu à rencontrer des habitants de Monclar et à travailler avec eux. Alors il faut parler de cette réalité micro-locale, mais en même temps, on aspire à parler du monde. Ce qui est extraordinaire toujours à Avignon, dans cette petite ville entourée de remparts, d'un seul coup la conscience du monde devient palpable. Je crois qu'il y a 27 pays qui sont représentés, les 5 continents, et ça va bien sûr du Japon à l'Afrique. C'est l'idée qu'Avignon n'est pas évidemment là, ni pour le patrimoine, ni pour le divertissement, mais ni même seulement pour le spectacle, mais pour que nous apprenions à vivre le présent. C'est-à-dire que le poète, qu'il soit Kleist ou qu'il soit Gustave Acapo, c'est toujours notre contemporain. Il faut qu'un poète vivant soit notre contemporain, mais il faut qu'un poète mort aussi soit notre contemporain. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à vivre le présent? C'est agrandir notre conscience politique. Ça, je crois que ce sont les poètes et les penseurs qui le font. Il y a une place importante des grands textes, des grands écrivains, et aussi des penseurs et de la pensée en général au Festival d'Avignon, de la pensée même indépendamment du spectacle. La pensée peut être programmée en soi au Festival d'Avignon. Vous la connaissez, cette joie d'être à Avignon, et moi je la connais comme vous, c'est ça qui a fondé ma passion. Mais cette joie, c'est pas simplement d'aller voir des spectacles, c'est de sentir que notre conscience s'agrandit, que l'horloge de la conscience et aussi de la conscience politique sonne de manière un petit peu plus exacte. On me parle beaucoup de stress ou de pression, mais c'est vrai que ce qui nous guide d'abord, c'est l'enthousiasme. Il est très très grand, c'est l'enthousiasme de toute l'équipe du festival. Et c'est plus important, je crois, que l'inquiétude. Alors on a une telle joie à présenter cette édition qu'elle est plus importante que l'inquiétude.
c'est la fin du journal du théâtre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et comme disait le fou chantant qu'était Charles Trenet, la vie est comme un grand manège, à chaque tour on vieillit un peu. Au revoir à tous et à très bientôt.